bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux qui nous ont rejoints ce soir. Merci pour l'invitation également, en plus sur un sujet de mon choix, donc c'est plutôt agréable. Et donc, bon, j'ai choisi de vous parler d'un thème classique en éthique médicale, mais qui est l'autonomie et ce qui est souvent considéré comme son envers, la vulnérabilité. Mes recherches en philosophie, c'est-à-dire en thèse sur cette question de l'autonomie. Il y a maintenant, ma thèse, j'ai soutenu il y a 12 ans. Voilà. Et c'était une thèse sur la question de l'autonomie personnelle, pas une thèse en éthique appliquée, une thèse en éthique fondamentale. Et puis j'ai continué ensuite à travailler sur cette question, mais justement de façon plus appliquée. Notamment en m'intéressant voilà, aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux animaux, mais aussi aux personnes qui sont impliquées dans des protocoles de recherche, que ce soit en sciences du vivant ou en sciences humaines et sociales, donc en éthique de la recherche. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de continuer à travailler cette question, mais de façon, on va dire, plus pédagogique, puisque j'ai été amenée à participer à des formations continues au CHU de Grenoble notamment, mais aussi auprès des futures infirmières en institut de soins infirmiers. Voilà, d'où le choix de cette thématique voilà, assez naturelle, si on veut, pour moi, même si aujourd'hui en recherche, j'utilise toujours ce concept d'autonomie et celui de vulnérabilité, mais voilà, dans un domaine un petit peu différent, voilà, puisque je travaille sur la gestation pour autrui en fait depuis quelques années. Je crois que j'ai tout dit. Donc je suis maîtresse de conférences en philosophie, donc vous le voyez à l'écran à l'université Grenoble-Alpes, dans un laboratoire qui s'appelle l'IFIG, donc l'Institut de philosophie de Grenoble. Et je suis aussi rattachée à un autre laboratoire à Paris, à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Et puis, je suis membre depuis 2 ans de l'Institut universitaire de France. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Très bien, très bien. Une belle présentation. Donc maintenant, on en attend d'autant plus. Voilà, c'est ça. Alors, je vais introduire... Bon, je pense que je vais parler pendant 1h15 hein, à peu près. Et je vais introduire la conférence en convoquant 2 interventions philosophiques que j'ai choisies pour une raison bien précise. Ensemble, ces 2 interventions nous invitent d'emblée à réfléchir au rapport entre l'autonomie et la vulnérabilité, en nous demandant si ce que j'appelle la situation clinique, c'est-à-dire tout simplement la situation de soins au sens médical du terme, donc en nous demandant si cette situation clinique est si différente de celle qui caractérise nos vies ordinaires, c'est-à-dire les vies de personnes en bonne santé, plus ou moins bonne santé, que nous menons en dehors des établissements de soins et plus généralement en dehors des contextes de prise en charge médicale. Alors la première intervention est tirée d'un ouvrage d'une philosophe, Corinne Pelluchon, qui est paru en 2009, intitulé « L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie », un ouvrage assez connu, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Et j'ai choisi un extrait de l'ouvrage qui se présente comme une description de cette situation clinique, une description dans laquelle beaucoup parmi vous se reconnaîtront sans doute, celles et ceux qui soignent comme celles et ceux qui sont soignés. Donc on va commencer par la lire voilà, ensemble. Elle est très simple, elle est un petit peu longue, mais vous allez voir. Donc elle nous dit: la peur, le déni, la colère, la fatigue et les obstacles cognitifs à la compréhension des informations ne sont pas les seules entraves à l'autonomie du malade. La maladie est un assaut ontologique, alors c'est un terme un peu jargonneux, mais c'est-à-dire un assaut contre l'être même de la personne. Elle oblige à des changements drastiques dans le style de vie, affecte profondément l'identité du malade, l'image qu'il a de lui-même et celle que les autres ont de lui. Le malade, cet ami de toujours, ne lui obéit plus. Il comprend combien il est juste de dire que la santé est le silence des organes, selon la célèbre formule donc de René Lérich. Car la maladie s'interpose entre le corps et l'esprit. Plus profondément encore que la perte de contrôle de son corps, la maladie désigne l'état d'une humanité blessée,
d'une personne compromise dans sa capacité fondamentale à gérer sa propre vulnérabilité. Son autonomie est brisée. Parce que le malade doit s'en remettre à un autre pour savoir ce qu'il a et comment s'y prendre pour guérir, il est dépendant. Cette situation de dépendance le met aux prises avec sa propre vulnérabilité, une vulnérabilité que la maladie aggrave et qu'elle interdit de dissimuler ou de fuir. Alors c'est moi qui ai mis certains passages en italique, là j'y reviendrai plus tard. Des représentations datant de la période où il était enfant et évoquant d'autres dépendances plus ou moins bien acceptées ressurgissent. Dans la maladie, l'homme est face à lui-même, à la fois plus seul que dans la vie normale et plus encombré, parce que les infirmières l'assistent, le lavent, l'aident à se lever, à manger et à s'acquitter des fonctions vitales les plus ordinaires. Dans ces conditions, les soignants sont obligés de prendre en compte l'expérience de la maladie et ce qui, en elle, peut compromettre l'autonomie du patient. Alors cet extrait met clairement au premier plan la rupture ou l'écart entre la situation clinique et la vie ordinaire. La situation clinique serait marquée par une perte de l'autonomie dont nous jouissons en temps normal, et cela à plusieurs niveaux. Alors, perte d'autonomie d'abord au niveau cognitif et conatif, c'est-à-dire que la maladie met en péril le bon exercice de nos capacités intellectuelles, mais aussi la volonté d'en faire usage. Ce faisant, elle nous met à la merci de nos émotions, de l'apathie, mais aussi de la tromperie, et donc nous expose à prendre de mauvaises décisions pour nous-mêmes. Perte d'autonomie à un second niveau, ensuite le niveau corporel. C'est-à-dire qu'habituellement, nous sommes dans une position de maîtrise ou de contrôle de notre corps, position qui nous permet à la fois de faire un avec notre corps et en même temps de l'oublier. Or, dans la maladie, ce corps prend trop de place et renverse ainsi la relation d'autorité de l'esprit sur le corps, relation qui est généralement perçue comme légitime et nécessaire. Troisième niveau de perte d'autonomie, le niveau social. La maladie nous oblige à nous en remettre à autrui, non seulement pour savoir ce que le futur nous réserve, pour au moins voire à moyen terme, mais aussi pour accomplir les tâches les plus banales de la vie quotidienne. Ce dont nous sommes alors dépossédés, c'est de la possibilité d'organiser notre existence et de satisfaire nos besoins seuls, c'est-à-dire sans l'aide des autres. Voilà les trois modifications majeures qui étaient exposées dans l'extrait que j'ai cité. Trois modifications qui ont bien sûr des répercussions psychiques sur le rapport à soi. Ce qu'en philosophie on appelle notre identité pratique, c'est-à-dire la description de nous-mêmes à l'aune de laquelle nous nous estimons et à l'aune de laquelle nous nous orientons dans le monde. Eh bien, cette identité est profondément déstabilisée au point que nous nous reconnaissons parfois plus nous-mêmes. Alors, comme le souligne aussi Guillaume Leblanc, un autre philosophe que peut-être vous connaissez aussi au moins de nom, qui a écrit pas mal d'articles sur la vulnérabilité, eh bien, il y a une vie psychique de la maladie, même quand cette maladie est organique, et cette vie psychique peut d'ailleurs continuer bien après la disparition de la maladie ou bien après la guérison. Alors, tout cela suggère apparemment que l'autonomie et la vulnérabilité, alors je ne définis pas encore les termes, je les laisse pour l'instant à leur usage courant et intuitif, j'y reviendrai plus tard. Donc tout cela suggère donc que ces deux conditions sont radicalement étrangères l'une à l'autre, qu'elles ne peuvent pas cohabiter ou s'actualiser dans le même espace-temps de la personne. La situation clinique, caractérisée par la vulnérabilité et la dépendance, apparaît alors comme une sorte d'exil en dehors de nos vies ordinaires, qui seraient quant à elles des vies autonomes. Pourtant, Corinne Pelluchon invite aussi à nuancer cette lecture lorsqu'elle observe dans l'extrait que j'ai cité que la maladie, que la vulnérabilité qui est frontalement rencontrée dans la maladie est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez les italiques, en fait une vulnérabilité que la maladie aggrave et qu'elle interdit de dissimuler ou de fuir. Et quand elle rappelle aussi que la dépendance que nous pouvons alors éviter en rappelle d'autres, plus ou moins bien acceptées. Il y aurait donc, si l'on s'attarde sur ces passages-là, il y aurait donc en réalité une certaine continuité entre la situation clinique et nos vies ordinaires. Plus précisément, et si on extrapole un peu, la situation clinique mettrait sur le devant de la scène, en quelque sorte, une condition, celle d'être vulnérable et dépendant, une condition qui est non pas absente de nos vies ordinaires, mais absente de la façon dont nous les envisageons, absente de la façon dont nous souhaitons les mener, et absente surtout de la façon dont nous aimons à les afficher.
c'est ce que met plus en évidence la seconde intervention philosophique que j'ai annoncée, qui est beaucoup plus récente et qui nous parle cette fois de la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis plus d'un an. Voilà la deuxième intervention, donc, que l'on doit à Marie Garot, qui est autrice d'un ouvrage consacré à la vulnérabilité, paru en 2018 et qui a été interviewée par Libération en juin 2020. Donc, pour Marie Garot, cette crise sanitaire a en effet mis en lumière nos interdépendances ordinaires, c'est-à-dire le fait que nous dépendons toutes et tous les uns des autres pour vivre au jour le jour, et même pour vivre bien, c'est-à-dire pas seulement pour survivre. Davantage encore, la crise a montré, d'après elle, que ce sont ces interdépendances, individuellement et collectivement, de ne pas être confrontés en permanence à notre vulnérabilité, de ne pas seulement la subir, de ne pas être trop envahis ni malmenés par elle, au point d'ailleurs d'imaginer que nous sommes invulnérables. Autrement dit, ce sont ces interdépendances qui ne sont pas essentiellement naturelles ni choisies, mais au contraire socialement organisées par nos institutions. Ce sont ces interdépendances qui soutiennent notre capacité à être autonome et le sentiment que nous avons de l'être. Alors, vous aurez compris que dans cette perspective-là, la situation clinique perd radicalement de son altérité ou de son statut à part vis-à-vis de nos vies ordinaires. D'ailleurs, si tout à l'heure j'ai identifié la situation clinique comme étant la situation de soins au sens médical du terme, il semble maintenant que nous puissions aussi désigner notre situation ordinaire, celle donc dont la crise a révélé les ressorts et le fonctionnement caché, comme une situation de soins, mais en un sens beaucoup plus vaste de ce terme, un sens qui n'a rien de médical, et que le mot anglais care, que vous avez sans doute entendu ces derniers mois au moins, si ce n'avait pas été déjà le cas avant, que le mot anglais care dit sans doute mieux que les traductions disponibles en français. Alors, pour s'en convaincre, il suffit de s'arrêter sur la définition du care qui a été proposée au début des années 90 par deux philosophes américaines, Berenice Fisher et John Tronto, et qui est reprise depuis par la majorité de celles et ceux qui s'intéressent, y compris en France, bien entendu, aux transformations sociales et politiques qui exigeraient l'avènement d'une société du care. Alors, j'ai cité l'ouvrage de John Tronto en Monde vulnérable, parce qu'en fait, la définition initialement élaborée en 91 dans un article a été reprise ensuite dans cet ouvrage-là qui a vraiment marqué le champ. Donc, que nous disent-elles? Elles nous disent qu'au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe de soutien à la vie. Pardon, il y a une petite faute, soutien, il ne devrait pas y avoir de T. D'après cette définition, on inclura donc, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente et qui veut rentrer. Voilà. D'après cette définition, on inclura donc dans les activités de care les activités de soins au sens médical, mais aussi beaucoup d'autres que le confinement, alors surtout le premier confinement, a particulièrement mis au jour. Alors, il semble que moi, je puisse admettre, si vous voulez, je peux le faire, parce que ça s'est affiché. Je vais voir si ça marche. Non, donc, je l'ai fait entrer, je pense. D'accord, parce que c'était resté sur l'écran. Donc, on inclura, d'après cette définition, dans les activités de care, dans les activités de soins aussi médicales, mais aussi beaucoup d'autres, mises au jour, spécialement pendant le premier confinement. Comme le rappelle Marie Garot, toujours, on a en effet beaucoup parlé des soignants à l'hôpital, dans les EHPAD et au domicile des personnes malades, mais aussi des enseignants et des assistants d'éducation, mais encore des femmes de ménage et des éboueurs, ainsi que des caissières, des manutentionnaires de la grande distribution, des livreurs et des transporteurs. Autant de personnes qui, je cite Marie Garot, occupent dans les processus qui permettent à la vie de se maintenir des positions décisives mais exposées et peu reconnues, fermez les guillemets, c'est-à-dire des positions qui sont couramment rabattues dans le registre du sale boulot et mal rémunérées. C'est donc, je la cite une dernière fois, l'importance du soin pris en un sens très large et étendu, à savoir en tant qu'un processus complexe permettant le maintien de l'existence. C'est donc cette importance du soin que la crise sanitaire nous a obligés à reconnaître,
quitte à déstabiliser profondément, là aussi, notre rapport à nous-mêmes et l'image de nous-mêmes que nous préférons porter, que nous préférons Alors, cette introduction un peu longue de mon propos nous emmène directement au problème philosophique principal qu'on va traiter ensemble. Quelle conception de l'autonomie et de la vulnérabilité sont-elles susceptibles de rendre compte du fait que, loin d'être un miroir inversé de nos vies ordinaires, la situation clinique en est plutôt un miroir grossissant? Alors, pour y répondre, je commencerai par explorer successivement deux façons de penser les rapports entre ces deux conditions, l'autonomie et la vulnérabilité, en soulignant chaque fois les difficultés qu'elles soulèvent. Cela me permettra de proposer ensuite une lecture du passage en contexte clinique, d'une éthique traditionnellement paternaliste à une éthique de l'autonomie ou une éthique autonomiste, lecture qui tient compte des critiques adressées à ce que l'on qualifie parfois de révolution. Et dans un troisième et dernier temps, je présenterai donc une conception d'autonomie qui, face à l'approche dominante, serait plus fidèle non seulement à ce qui se joue, non seulement dans la relation de soins au sens médical du terme, mais à ce qui se joue également dans les rapports de care qui structurent nos vies ordinaires. Voilà pour le programme. Alors, penser ensemble la vulnérabilité et l'autonomie, comme je me propose de le faire aujourd'hui, cela ne va d'abord pas du tout de soi, pas plus pour la philosophie que pour la médecine. À tel point que traditionnellement, on ne les pense justement pas ensemble, mais au contraire, dans une logique disjonctive. Ce n'est pas l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre. Autrement dit, on ne peut pas être à la fois autonome et vulnérable, donc dépendant. On est soit autonome, soit vulnérable et dépendant. Dans cette perspective, il y a deux catégories de personnes que l'on peut appréhender en revenant en fait simplement à l'étymologie des termes en jeu. Littéralement, c'est-à-dire à partir du grec autos nomos, être autonome, c'est en effet être à soi-même sa propre loi. D'où l'association de l'autonomie à l'idée d'autolégislation que l'on retrouvera chez Emmanuel Kant, par exemple. Tandis qu'être vulnérable, cette fois à partir du latin vulnus, la blessure, littéralement, eh bien, c'est être physiquement et moralement, par autrui, mais aussi par soi-même, et sans pouvoir se défendre. Alors, si l'on se base sur ces premières définitions, on aurait donc d'un côté les personnes autonomes, en pleine possession de leurs facultés de jugement et de décision, maîtresses de leur choix et de leur trajectoire de vie, et de l'autre, on aurait les personnes vulnérables qui, étant insuffisamment capables, voire incapables de juger et de décider pour elles-mêmes, eh bien, risquent de se porter préjudice ou de subir des préjudices infligés par autrui. Ce qu'on appelle le principe d'autonomie, alors plus précisément le principe de respect de l'autonomie des personnes, qui se traduit de façon classique dans l'exigence de recueillir leur consentement libre et éclairé, eh bien, ce principe d'autonomie ne s'appliquerait donc pas aux personnes qui font partie de cette seconde catégorie des vulnérables. Donc ça, c'est pour la logique disjonctive. Alors, que nous dit précisément ce principe d'autonomie? Dans sa formulation libérale, c'est-à-dire une formulation où le principe est censé favoriser la protection des droits et des libertés de l'individu face aux abus de pouvoir des institutions, c'est-à-dire face à l'État et plus généralement la société. Donc, dans cette formulation libérale, le principe interdit de contraindre une personne à agir ou de l'empêcher d'agir au nom de ce qu'on estime être son propre bien, que ce bien soit physique ou moral. Autrement dit, on ne peut pas faire ou interdire de faire aux personnes quelque chose qui contredirait leur jugement et leurs désirs personnels, ou bien qui ne tiendrait pas du tout compte de leur jugement et de leurs désirs personnels, quand bien même on penserait que cela vaut mieux pour elle. Restreindre la liberté d'action d'une personne ou interférer avec sa volonté n'est alors légitime que si cette personne représente une menace pour la liberté ou l'intégrité d'une autre, donc si elle risque de porter préjudice à un tiers ou à la société. Si en revanche ces choix ne concernent qu'elle-même, rien ne peut justifier une telle interférence ou une telle restriction,
même si on peut trouver que les choix de la personne en question ne sont pas très recommandables et qu'on ne les ferait pas pour soi-même, par exemple. Alors, on doit la plus claire expression de ce principe au philosophe britannique John Stuart Mill, affirmant, je cite le début de l'extrait, affirmant que le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est de droit absolu. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Donc en 1859, dans l'ouvrage intitulé de la liberté. Le même philosophe précise toutefois, juste après, que ce principe, en fait, ne s'applique qu'aux êtres humains dans la maturité de leurs facultés. Ce qui exclut aussi bien les enfants et les adolescents mineurs au sens juridique du terme, que ceux qui sont dépendants des soins d'autrui à raison éventuellement d'autres critères que l'âge. Ceux-là, les vulnérables, doivent être, nous dit Mill, protégés contre leurs propres actions aussi bien que contre les risques extérieurs. Par conséquent, les jugements et les décisions concernant leur choix de vie, ou concernant ce qui est bon pour eux, peuvent légitimement, voire doivent, être délégués à d'autres. Alors, il y a eu un petit gribouillage sur la diapositive, qui m'a un peu perturbé un moment, mais c'est pas grave. La question qui, à partir de là, se pose immédiatement à nous est la suivante. Cette clause de restriction-là de Mill concerne-t-elle systématiquement ou nécessairement les personnes malades qui, d'après le portrait dressé par Corinne Pelluchon tout à l'heure, eh bien, sont effectivement vulnérables? Alors, pendant longtemps, jusqu'aux années 1980 en gros, on a pensé que la réponse à cette question était évidente. Pendant longtemps, on a donc considéré que la maladie plaçait le patient dans une situation de vulnérabilité telle que son autonomie ne faisait pas question, qu'elle était hors de propos. C'est donc le principe de bienfaisance, hérité d'Hippocrate, et selon lequel la vision du bien du médecin doit prévaloir sur celle du patient, qui constituait l'alpha et l'oméga de l'éthique médicale. Ce principe de bienfaisance régulait une relation de soins considérée comme foncièrement asymétrique entre deux partenaires inégaux, l'un seul détenant le savoir et le pouvoir, dont l'autre est privé. Le patient était ainsi assimilé à un mineur, les guillemets, parce qu'évidemment, on n'est pas ici dans la catégorie juridique, au sens strict, mais le patient était comme un mineur ou assimilé à un mineur nécessitant protection, spécialement contre lui-même, ce qui revenait à le priver d'une partie de l'exercice des droits et des libertés dont peuvent normalement jouir les citoyens et les citoyennes. Alors, comme vous le savez, cette conception traditionnelle, paternaliste, n'est aujourd'hui plus d'actualité, pour des raisons dont on peut faire rapidement le tour. Je souligne auparavant que, au demeurant, ces raisons ne valent pas seulement en fait pour les personnes malades, mais bien aussi pour toutes les populations labellisées comme vulnérables, dont des listes à rallonge ont fait leur apparition dès les années 60 dans les guides nationaux et internationaux relatifs à l'éthique de la recherche biomédicale. Alors j'ai pris un exemple, pour vous donner un petit aperçu, de la liste des personnes vulnérables qu'on trouve dans les lignes directrices donc, internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, éditées par le CIOMS, donc le Conseil des organisations internationales des sciences médicales, en 2002. Je vous laisse, sans les lire directement, jeter un petit coup d'œil sur cette liste, dont on ne voit pas tellement pourquoi elle s'arrête là. On ne pourrait pas imaginer finalement d'inclure encore d'autres personnes. Et dans la dernière version de ce texte, qui date de 2016, le CIOMS a en fait critiqué cette démarche de labellisation de populations vulnérables, mais en réalité sans parvenir à s'en passer complètement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas justement dans ce type de démarche, c'est-à-dire en fait dans l'approche traditionnelle de l'autonomie et de la vulnérabilité, dans la logique disjonctive? Alors, je rassemble les difficultés sous deux chefs principaux. D'une part, cette approche est catégorielle et essentialisante. Alors, ce que cela veut dire, c'est qu'en identifiant les populations vulnérables, par exemple les patients comme étant à part de la population générale, eh bien, on fait de la vulnérabilité une propriété intrinsèque et substantielle des individus qui appartiennent à ces populations ou à ces groupes. Alors, l'avantage, c'est que cela leur donne accès à une prise en considération et une prise en charge spéciale,
Mais dans le même temps, cela leur retire en fait la possibilité réelle d'en contester la pertinence et les modalités. Dès lors qu'on est vulnérable, eh bien, notre voix compte moins, voilà, voire pas du tout. Donc, si ces personnes labellisées vulnérables font bien partie de la communauté des êtres envers lesquels nous avons des obligations morales, elles en font alors partie à titre de patient seulement. Alors, en un sens du mot patient qui est évidemment plus large ici que le sens médical, et patient celui qui est l'objet d'une action et qui donc la subit, hein, au sens très large. Donc, patient par contraste donc, avec les agents, hein, celles et ceux qui sont les sujets de leur action. Et en ce sens-là, eh bien, leur statut, le statut des populations vulnérables, des individus qui appartiennent à ces populations, eh bien, est inférieur. D'autre part, cette approche est stigmatisante. La vulnérabilité est en effet rarement, alors en tout cas jusqu'à récemment, on y reviendra, mais elle est rarement considérée comme une propriété qu'il est heureux de posséder. On en a un indice dans l'association courante du terme vulnérable à la faiblesse et à la passivité, à la déficience, à la faillibilité ou encore à l'impuissance. Lorsqu'on cherche des synonymes du mot vulnérable, par exemple dans le portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales, voici ce que l'on trouve. Je vous laisse découvrir la liste. Alors, tous les termes de cette liste n'ont pas seulement des connotations négatives. Par exemple, la sensibilité, la réceptivité ou l'ouverture, qui renvoie à une capacité à se laisser affecter par autrui et par le monde, et ainsi à accueillir l'autre ou l'étranger en soi. Mais la plupart des termes de cette liste signalent que la vulnérabilité est une condition au minimum problématique, voire franchement dissuasive. Définie sur le mode de l'absence, du défaut ou de la privation de qualités qui sont au contraire valorisées, la vulnérabilité est une menace que l'on cherche à éviter ou dont on cherche à s'affranchir. Il est toujours mieux que les vulnérables, ce soit les autres, que l'on soit l'autonomie. Donc voilà pour deux difficultés principales de la première approche. Alors, tenant compte de ces difficultés, la seconde façon de penser les rapports entre autonomie et vulnérabilité eh bien, prend exactement le contre-pied de la première. Elle part du fait qu'un être humain est par définition nécessairement vulnérable. La vulnérabilité est donc notre lot commun, celui qui nous échoit, bon gré mal gré, du seul fait de notre appartenance à l'espèce humaine et au-delà même de cette appartenance, du seul fait d'exister. Il n'y a pas que les êtres humains qui soient vulnérables. Par conséquent, un être humain ne peut devenir et demeurer autonome que sur le fond de cette condition fondamentale de vulnérabilité, à laquelle même celui ou celle qui a l'air d'être le plus autonome n'échappe pas. Alors, je prends ici les termes de la sociologue Patricia Paperman. Les gens vulnérables n'ont rien d'exceptionnel, même si dans nos représentations, ils se restreignent souvent à quelques figures paradigmatiques, dont celle de la maladie, mais aussi du début de la vie et du grand âge, ou encore du handicap. Donc la vulnérabilité, ici, dans cette approche, est donc toujours première ou originaire, ce qui signifie que l'autonomie vient toujours après, en second, comme une conquête, et elle est également toujours dernière, non seulement au sens où elle marque particulièrement la fin de la vie, mais au sens où tout au long de la vie, elle est irréductible, elle ne disparaît pas, elle ne peut pas être abolie. Pour autant que nous sommes autonomes, et certains plus que d'autres évidemment, ce n'est donc pas parce que nous sommes invulnérables, mais parce que nous ne sommes pas trop empêchés par cette vulnérabilité commune qui constitue ce qu'on peut donc appeler un invariant anthropologique, une condition transversale à tout statut et à toute identité. Alors, à quel titre? C'est-à-dire, à quel titre, voilà, justement, être humain, c'est, voilà, par définition, être vulnérable. Bien, à deux titres essentiellement. Si nous sommes tous vulnérables, c'est d'abord parce que nous avons, ou plutôt parce que nous sommes un corps dont la constitution et l'évolution sont pour une large part pas sous notre contrôle. À ce corps ou à cette condition incarnée est imputable ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement la finitude humaine. C'est par lui et à cause de lui que nous sommes sujets aux besoins et aux manques, à la souffrance, à la maladie, à la mort, ainsi qu'à l'angoisse et à l'effroi qu'elle suscite. Mais si nous sommes toutes et tous vulnérables, c'est aussi parce que nous sommes des êtres sociaux et non pas des sortes d'atomes isolés les uns des autres et donc à l'abri les uns des autres. Nous sommes nécessairement en relation avec d'autres et ces relations, qui peuvent toujours être des relations de pouvoir et de dépendance, même lorsqu'elles sont choisies et qu'elles paraissent les plus égalitaires, comme dans l'amitié, même lorsque nous les désirons ardemment, comme dans l'amour,
ces relations nous rendent vulnérables à ces autres, à leurs actions et à leurs attitudes envers nous. Être en relation, c'est toujours courir le risque de pâtir de la relation ou d'en être affecté, alors en bien certes, mais aussi en mal. C'est donc en raison de ces deux caractéristiques, être un corps et être en relation, que l'autonomie s'exerce toujours en condition de vulnérabilité et qu'elle ne peut avoir de sens que par rapport à cette condition de vulnérabilité dont la suppression, supposer qu'elle soit souhaitable, est à l'heure actuelle en tout cas impossible. Alors, j'insiste un petit peu peut-être lourdement, mais étant donné que cette seconde approche prend à rebours une façon plus habituelle de voir les choses, ce n'est peut-être pas complètement inutile. Il s'agit donc désormais de réaliser qu'à l'échelle de la société, aucune dichotomie entre les individus vulnérables et les individus autonomes n'est tenable. Et à l'échelle de l'individu, aucun principe de tiers exclu entre l'autonomie et la vulnérabilité n'est applicable. Autrement dit, non seulement la vulnérabilité ne peut servir à fonder aucun partage entre les êtres humains, mais au sein même de l'individu, les attributs qui sont en cause dans sa vulnérabilité avérée ne sont pas contradictoires avec ceux auxquels il doit la possibilité de son autonomie. Au contraire, ces attributs se présupposent les uns les autres. Alors, je cite ici un article de Paul Ricoeur, paru en 1995, qui montre bien qui élabore cette idée qu'entre l'autonomie et la vulnérabilité, il n'y a non pas une antinomie, c'est-à-dire pas une contradiction, mais un paradoxe. Pourquoi ? Eh bien, les deux termes, nous dit-il, se composent entre eux. L'autonomie est celle d'un être fragile, vulnérable, et réciproquement, la fragilité et la vulnérabilité sont celles d'un être appelé à devenir autonome parce qu'il l'est toujours déjà d'une certaine façon. C'est-à-dire parce qu'il est toujours au moins en puissance et qu'il deviendra donc davantage autonome ou autonome en acte depuis sa vulnérabilité et pas seulement contre elle, et a fortiori pas sans elle. Je signale en passant, à partir de ce texte-là de Ricoeur, que cet article que je convoque ici un peu rapidement, qui est intitulé tout simplement Autonomie et vulnérabilité, cet article a fait l'objet d'un commentaire un peu plus développé dans une autre conférence de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui a été donnée en 2018 par Cynthia Fleury, comme l'indique, et puis qui est toujours disponible en ligne, donc il est possible de la réécouter. Et comme l'indique le titre de sa conférence, donc Éthique du care, la refonte du concept d'autonomie, nos deux conférences entrent en résonance, bien sûr, et se complètent. Donc voilà, je vous invite à l'écouter si vous l'avez manqué à l'époque, et également à lire un petit tract Gallimard qu'elle a publié en 2019, le soin est un humanisme. Je ferme cette petite parenthèse. Mais donc, si on suit Ricoeur, si on suit aussi l'éthique du care, on est donc fondé à dire qu'il y a seulement des situations de plus ou moins grande vulnérabilité et réciproquement de plus ou moins grande autonomie. Pas de frontière nette et hermétique entre les deux situations, mais plutôt un continuum ou un spectre de capacités et de ressources qui varie en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Donc, de même que les personnes apparemment les plus autonomes sont en réalité elles aussi vulnérables et dépendantes, même si cela ne se voit pas, au moins. De même, il y a toujours un reste d'autonomie ou une possible autonomie chez les personnes qui nous apparaissent extrêmement vulnérables. Donc, autrement dit, on fait entre les unes et les autres des différences de degré et non pas une différence de nature. Évidemment, ces différences de degré sont importantes. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, reconnaître une vulnérabilité universellement partagée n'implique pas de soutenir que la vulnérabilité est également partagée par tous, non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Alors, plus exactement, il faudrait dire que ce nivellement de la vulnérabilité est un risque en fait encouru par l'approche conjonctive justement de l'autonomie et de la vulnérabilité. Mais c'est un risque que la situation clinique de vulnérabilité nous contraint aussitôt à écarter. C'est-à-dire la situation clinique nous contraint à aller au-delà du constat d'une condition commune pour poser un problème spécifique. Comment promouvoir et préserver l'autonomie des personnes qui se trouvent, provisoirement ou définitivement, être plus vulnérables et autrement vulnérables que nous ne le sommes toujours déjà. La formulation même du problème indique un changement radical de perspective par rapport à celle qui découle de la logique disjonctive,
de l'autonomie et de la vulnérabilité. C'est-à-dire, au lieu d'assigner le patient à la vulnérabilité que lui confère la maladie, cette formulation interroge les conditions qui soutiennent le développement et le déploiement de l'autonomie, malgré la vulnérabilité du patient et à partir d'elle. Donc, j'en arrive ainsi au second moment de la conférence, hein, c'est-à-dire l'examen du partage en contexte de soins, l'examen du passage, en contexte de soins, d'une éthique paternaliste à une éthique de l'autonomie ou une éthique autonomiste. Je dirais parfois éthique autonomie sans que ce soit du tout péjoratif ou négatif de ma part, hein, c'est simplement comme paternaliste, voilà, une façon plus commode peut-être de nommer les choses. Alors, je vais revenir rapidement d'abord sur la législation que vous connaissez, hein, mais la législation qui en France a institutionnalisé ce passage. C'est-à-dire les lois de janvier et mars 2002 relatives aux droits des malades et aux usagers du système de soins. Je vais souligner simplement 3 points. Alors, le premier est un simple rappel. On sait que cette législation est le produit de mobilisation de patients contre le pouvoir souverain de la médecine, en particulier des associations de lutte contre le sida, mais peu moins en France qu'aux États-Unis, de mouvements féministes autour des questions de santé. Ces mobilisations invitaient les patients à acquérir des informations médicales et scientifiques contre l'opacité d'un langage savant, tenant à l'écart les personnes directement concernées, et donc contre un régime de connaissances qui donnait aux institutions médicales le contrôle du corps des patients. D'où le second point. On peut comprendre le passage de l'éthique paternaliste à l'éthique autonomiste sous 2 dimensions. Une dimension épistémologique d'une part, au sens où il s'agit non pas de substituer, mais au moins d'articuler une norme subjective de décision et de traitement, qui traduit le point de vue existentiel du patient sur sa maladie, à une norme objective qui exprime le point de vue scientifiquement informé du médecin. Première dimension. Deuxième dimension est politique. Il s'agit de sortir le patient de l'état de minorité ou de tutelle dans lequel il était auparavant maintenu par l'autorité médicale. Alors, si vous avez le vague souvenir de ce célèbre texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?», vous vous rappelez peut-être qu'on doit cette expression état de minorité ou de tutelle au philosophe allemand. Et peut-être vous rappelez-vous aussi que Kant vise d'abord, en fait, dans ce texte, l'état dont nous sommes nous-mêmes responsables, faute de faire usage de nos capacités. Par exemple, c'est un exemple de Kant, lorsque nous remettons au médecin le choix de notre régime. Mais tout en ciblant ceux qui sont sous tutelle, Kant n'en incrimine pas moins les tuteurs eux-mêmes, à travers quelques formules frappantes que j'ai reprises, les tuteurs eux-mêmes qui abêtissent leur bétail, dit-il, qui se chargent de surveiller les hommes et plus encore les femmes, et qui les découragent de marcher seuls, entre guillemets. Alors, ce qui est alors dénoncé par Kant, ce n'est pas l'autorité en soi, par exemple l'autorité médicale, mais aussi l'autorité religieuse ou l'autorité pédagogique, scientifique, mais c'est un mode d'exercice de l'autorité et de soumission à l'autorité qui exprime, dans les termes que je reprends cette fois à Michel Foucault, un rapport vicié entre le gouvernement de soi et le gouvernement des autres. Je souligne ici, parler de gouvernement n'a rien d'extravagant, puisque l'autonomie dans l'Antiquité grecque est un concept politique. Et déjà, on en a eu un aperçu quand on a évoqué l'idée d'autolégislation tout à l'heure. C'est-à-dire, dans l'Antiquité grecque, l'autonomie qualifie un mode de souveraineté caractérisé par l'indépendance de la cité, par exemple Sparte ou Athènes, à l'égard de puissances hégémoniques étrangères. Et en vertu de cette souveraineté, elle dispose d'un pouvoir d'auto-administration et de législation interne. Donc voilà, cette dimension politique originelle du concept d'autonomie est à garder en tête. Et il n'est pas extravagant non plus, ce sera mon 3e point ici, de lire en fait dans la législation française une tentative pour transformer ce rapport entre gouvernement de soi et gouvernement des autres, ou pour le rendre plus vertueux. Comme en atteste l'article du Code de la santé publique que vous devez toutes et tous plus ou moins connaître et que je reproduis seulement partiellement à l'écran. Je vais citer juste le début. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, des décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Alors, la lettre du texte est assez claire, ce qui ne signifie pas évidemment que sa mise en pratique soit aisée. Mais pourquoi elle est assez claire? Eh bien, parce qu'elle invoque la codécision du patient et du médecin, et que cette invocation permet d'écarter les fausses conclusions que l'on pourrait être tenté de tirer de la sollicitation du consentement libre et éclairé du patient. Il n'est pas question ici de renoncer au principe de bienfaisance et donc à la responsabilité du médecin, mais de faire en sorte que ce principe ne préempte pas ou ne subordonne pas systématiquement le principe d'autonomie. Il n'est donc pas question d'entériner une division du travail entre le médecin et le patient, qui ferait du médecin un simple exécutant des volontés du patient, mais au contraire, selon une formule que je reprends à nouveau à Paul Ricoeur, mais dans un autre texte, il s'agit de promouvoir un pacte de solidarité qui fait du médecin et du patient des alliés dans la lutte commune contre la maladie et la souffrance. Donc la lettre du texte, voilà, paraît assez claire, mais cela n'empêche évidemment pas de s'interroger sur l'esprit qui anime, voilà, que le mot autonomie lui-même n'ait pas été explicitement prononcé par le législateur, il n'apparaît pas voilà, dans le texte, eh bien, suggère déjà deux choses. D'abord, que le sens de cette notion d'autonomie est en réalité obscur. Donc, il est difficile d'en trouver une définition non contestable et consensuelle, ce que les philosophes contemporains admettent volontiers. Deuxième chose, c'est que peut-être prononcer le mot ou la notion d'autonomie risquerait de véhiculer une conception inadéquate de la relation clinique, conception qui heurterait la profession médicale, mais qui pourrait bien aussi desservir les intérêts du patient lui-même. Alors, de fait, au début des années 2000, les critiques ne manquaient pas déjà qui voyaient dans le triomphe de l'autonomie advenu dans la bioéthique et l'éthique médicale nord-américaine une mise en échec du sens même du soin, et ces critiques ne se sont pas vraiment taries depuis. Alors, je vais retenir aujourd'hui les critiques qui alimentent une thèse en particulier, la thèse selon laquelle l'éthique autonomiste justifierait, générerait une injonction à l'autonomie et reviendrait donc à nier la vulnérabilité du patient. Alors, l'injonction en question est bien sûr paradoxale, au sens où elle retourne une liberté, qui en principe ouvre des possibles, en obligation à laquelle l'individu ne peut pas se soustraire. Alors, on peut peut-être recourir à une métaphore pour expliciter cette injonction paradoxale. Imaginons, j'ai plusieurs portes ouvertes devant moi, au moins deux, qui donnent chacune sur une pièce différente, mais en réalité, je ne peux entrer que dans une seule pièce, car les autres portes sont des trompe-l'œil. Alors concrètement, cela signifie que le droit de savoir et de choisir se transforme en devoir de savoir et de choisir. Alors, en quoi est-ce problématique ? La première difficulté vient du fait qu'en principe, devoir implique pouvoir. C'est-à-dire que les normes qui nous disent ce qu'il faut faire ne doivent pas être si exigeantes que s'y conformer serait en dehors de notre portée. Or, il est douteux non seulement qu'un patient puisse jamais en savoir autant que le médecin sur son cas, mais aussi, si l'on se rappelle à nouveau la description de la situation clinique fournie par Corinne Pelluchon au début de mon intervention, il est douteux aussi que le patient soit en état de faire un usage raisonnable de ce savoir, si bien que la part de lumière et de liberté qu'il peut injecter dans son consentement est en réalité relativement faible. De ce point de vue, l'éthique autonomiste imposerait donc au patient une responsabilité qu'il n'est tout simplement pas capable d'assumer ou de mettre en œuvre, et elle l'émanciperait donc illusoirement seulement de la position de passivité qui était auparavant la sienne. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Il y en a une seconde. Donc, quand bien même un patient pourrait savoir tout ce qu'il faudrait savoir pour choisir en toute connaissance de cause, eh bien, un patient ne veut pas, en effet, forcément savoir. Pas plus qu'il ne veut nécessairement être mis dans la position d'avoir à choisir. L'impératif d'autonomie peut ainsi aller à l'encontre de la vision qu'a le patient de son propre bien, donc à l'encontre de ce qu'impliquerait pour lui le respect de ses préférences, c'est-à-dire le droit de renoncer à savoir et à choisir pour s'en remettre à la compétence et à la décision de son médecin. Alors, on peut y voir avec Alexandre Jeunet, que je prends ici dans l'article un petit peu ancien, mais
toujours pertinent. On peut y voir une nouvelle forme de paternalisme qui ne dit pas son nom. Mais surtout, cet impératif paraît discréditer la confiance qui est constitutive de la relation de soins, au motif qu'elle serait incompatible avec l'exercice de l'autonomie. Qu'est-ce que la confiance en effet? J'en reprends la définition de la philosophe néo-zélandaise Annette Bayer. La confiance, nous dit-elle, est une vulnérabilité acceptée à la volonté d'autrui, une volonté possiblement mauvaise, mais dont on ne s'attend pas à ce qu'elle soit mauvaise, et en l'occurrence pour deux très bonnes raisons qui sont au cœur de la relation thérapeutique, comme de la relation pédagogique entre enseignants et élèves, par exemple. L'éthique autonomiste serait ainsi fondée non seulement sur un déni de la vulnérabilité effective du patient, mais aussi sur une vision unilatéralement pathologique de la vulnérabilité et de la dépendance, problème en fait qu'on avait déjà rencontré dans la logique disjonctive et qu'on retrouve finalement dans la logique conjonctive ici. Alors, cela dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai essayé de m'exprimer dans cette critique de façon de m'exprimer au conditionnel, parce que cette critique qui est très répandue ne raconte pas toute l'histoire ou, plus exactement peut-être, passe à côté du début de l'histoire. On peut en effet dire qu'originellement, l'éthique autonomiste vise à éviter que la situation clinique ne soit l'occasion de multiplier ou de cumuler les vulnérabilités. Plus précisément, il s'agit d'éviter que la dépendance du patient à l'égard du médecin et de l'équipe soignante ne vienne accroître et renforcer la vulnérabilité qui est déjà la sienne du seul fait de la maladie. Alors, pour désigner cette vulnérabilité supplémentaire qui ne vient pas de la maladie elle-même, mais de la façon dont elle est prise en charge par les professionnels et les institutions du soin, eh bien, il est utile de mobiliser un concept qui a été récemment développé en philosophie morale et éthique, le concept de vulnérabilité pathogène. Donc voilà, le concept la première fois élaboré dans cet ouvrage collectif paru en 2014. Alors sous cette expression un peu obscure peut-être, se cache en fait une idée assez simple. C'est-à-dire qu'on entend par là une vulnérabilité qui est paradoxalement produite par les interventions qui visent à soulager ou à réduire la vulnérabilité de la personne, mais qui en fait y contribuent, voire la redoublent, parce que ces interventions sous-estiment les capacités qui sont encore celles de la personne, ou bien parce qu'elles ne tiennent pas du tout compte de son point de vue. Et ce faisant, ces interventions augmentent l'état et le sentiment d'impuissance ou de désarroi déjà généré par la vulnérabilité qui rendait initialement nécessaire la prise en charge. Donc, loin de nier la position de vulnérabilité inhérente à la maladie, la régulation de l'éthique médicale par le principe d'autonomie se présente ainsi comme une mesure de protection du patient contre cette vulnérabilité pathogène. Alors, Paul Ricoeur, que j'ai déjà cité tout à l'heure, ne disposait pas de ce concept-là, mais l'une de ses interventions anticipait sa pertinence, l'une de ses observations anticipait sa pertinence, toujours dans l'article « Autonomie et vulnérabilité ». Trop de gens, soulignait-il, ne sont pas simplement démunis de pouvoir, mais privés de pouvoir, et il y a une différence ici, bien sûr, introduite par l'idée de privation, c'est-à-dire la privation ne renvoie pas simplement à une mauvaise fortune individuelle ou à un accident de la vie, mais à la mauvaise action d'autrui, ou d'ailleurs à son inaction. Alors, dans le même registre, on peut s'inspirer, avec Guillaume Leblanc, que j'ai déjà aussi mentionné rapidement, de la réflexion conduite par Judith Butler dans l'ouvrage « Vie précaire », paru en 2005, l'ouvrage qui a été rédigé en réponse à la politique menée par les États-Unis, au niveau national et international, suite aux attentats du 11 septembre 2001. La philosophe américaine distingue en effet deux concepts de vulnérabilité ou de précarité. D'une part, un concept existentiel ou ontologique qui nous ramène à ce qu'on a vu, c'est-à-dire au corps et aux relations qui font la forme de vie humaine. Et d'autre part, un concept politique où cette vulnérabilité fondamentale est intensifiée et exploitée par des arrangements sociaux, économiques et idéologiques qui exposent certaines vies davantage que d'autres à la blessure. Alors, j'ai cité ici Butler parce que voilà, Guillaume Leblanc, on va le voir, exporte en fait cette analyse à la médecine, mais on retrouve en fait une distinction analogue entre deux couches de vulnérabilité, dont l'une est nécessaire, correspond ici au concept ontologique, et l'autre est contingente. On retrouve cette distinction dans la plupart des théorisations philosophiques de la vulnérabilité aujourd'hui, aussi bien chez Axel Honneth que chez Martha Nussbaum, par exemple.
Alors, Guillaume Leblanc donc, suggère voilà, d'exporter cette analyse à la médecine, parce que la médecine est aussi, comme la politique, une réponse à la vulnérabilité, mais parce qu'elle est aussi une réponse qui contient à son tour la possibilité, je le cite, d'une violence maintenue et même amplifiée dans l'exercice médical lui-même. Il s'agit alors de savoir, écrit-il, comment l'acte médical peut s'inscrire dans la vulnérabilité de la vie, sans rajouter l'exercice mortifère de sa propre blessure. Et vous voyez que c'est exactement ce que problématise le concept de vulnérabilité. Il reste que l'éthique autonomiste, qui cherche donc à pallier ce risque-là, de rajouter la blessure, ou d'augmenter la blessure, eh bien l'éthique autonomiste court bien aussi le risque de le reproduire, ce risque. C'est-à-dire que le remède qu'elle est censée apporter aux blessures générées par l'éthique paternaliste ne vaudrait pas mieux que le mal. Et c'est ce que les critiques qui lui sont adressées, que j'ai parcouru l'une d'elles tout à l'heure, mettent finalement en avant. C'est-à-dire que la vulnérabilité intrinsèquement liée à la maladie peut être redoublée non seulement par défaut d'autonomie, parce qu'on néglige l'autonomie que le patient peut ou pourrait exercer, mais aussi par excès, parce qu'on exige de lui une autonomie qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas exercer. Alors, la question que je voudrais maintenant soulever, et qui donc nous occupera pour le troisième et dernier moment de la conférence, est la suivante, à partir voilà, de ces réflexions-là. Est-ce bien la polarisation de la relation de soins sur l'autonomie qui est responsable de cet effet contre-productif que sont les vulnérabilités pathogènes, puisqu'il y en avait, des vulnérabilités pathogènes étaient générées par l'éthique autonomiste, mais elles sont générées aujourd'hui voilà, aussi par une éthique autonomiste, ou elles peuvent l'être. Ou bien ces vulnérabilités pathogènes sont-elles plutôt le résultat d'une conception inadéquate de l'autonomie, qui est peut-être valable ailleurs, mais qui ne s'applique pas à la situation clinique, voire nulle part. Alors, la première branche de l'alternative, donc l'idée que la polarisation de la relation de soins sur l'autonomie est responsable voilà, de ces vulnérabilités, cette première branche de l'alternative est sûrement à écarter si l'on considère, comme le fait le philosophe suisse Bernard Bertschi, que les soins au sens médical du terme, mais peut-être pas seulement au ce sens-là, sont au service de l'autonomie. Ils ont pour but, de nous permettre de mener une vie de notre choix. Alors, Bertschi écrit qu'une telle affirmation peut sembler banale, je dirais que ça dépend du public qui la reçoit, et qu'elle peut aussi bien sembler choquante. Il n'y a sans doute rien d'absurde à penser que le soin est au service de la santé plutôt que de l'autonomie. Qu'est-ce qui justifie donc cette idée? Alors, tout simplement, la réflexion que l'on peut attribuer à Aristote, que si la santé est un bien que nous désirons naturellement, alors, évidemment, ça ne signifie pas que nous fassions toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour la préserver. Mais si la santé est néanmoins un bien que nous désirons naturellement, c'est un bien que nous ne désirons pas seulement pour lui-même, mais aussi pour le genre de vie qui nous permet de mener. C'est donc un bien au moins partiellement instrumental en vue d'autre chose. Et dire que le soin est au service de la santé seulement apparaît alors tout de suite réducteur, car cela revient à amputer la vie humaine de ce que Bertschi, et après d'autres, appelle sa dimension biographique, par contraste avec sa dimension biologique, c'est-à-dire la dimension de la vie humaine qui se construit et se raconte de façon singulière à partir des choix que nous faisons, des objectifs qui sont les nôtres, des projets que nous souhaitons réaliser. Et que même dans les soins palliatifs, cette dimension biographique, même dans les soins palliatifs, on cherche encore à la conserver, tandis que la santé n'est plus un objectif atteignable. Alors, bon, on peut, malgré cela, vouloir peut-être continuer à dire, mais quand même, voilà, le soin est plutôt au service de la santé, c'est ça la priorité. Mais alors, si on veut continuer à soutenir cela, eh bien, en réalité, il faut mobiliser une définition très large de la santé, à l'instar de celle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé depuis 1946, que je rappelle ici. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, définition très large en effet, qui assimile en fait la santé à la vie bonne ou à la vie accomplie, et pas simplement au maintien d'un équilibre ou d'une normalité biologique et psychique. Alors, l'exemple typique est celui de l'assistance médicale à la procréation,
Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut soutenir qu'à proprement parler, l'AMP n'a aucun objectif thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle intervient toujours en réponse à un désir d'enfant, mais jamais seulement au diagnostic d'une pathologie. Elle ne prend pas principalement la forme d'une intervention curative qui guérirait les personnes infertiles, mais elle consiste en fait à pallier cette infertilité, ce qui est différent. Et on l'a bien vu dans les débats encore récents autour de l'élargissement de l'accès à l'AMP, à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique. La question n'est évidemment pas de savoir à ce propos de qui il est légitime de préserver la santé, mais puisque pour beaucoup de gens, les enfants sont une composante essentielle de la vie bonne, la question est de savoir qui il est légitime d'aider pour la réaliser. Or, on pourrait très bien formuler cette question un petit peu autrement. Il s'agit de savoir l'autonomie de qui mérite d'être assisté ou soutenu. L'autonomie étant alors la capacité d'agir librement et par là de façonner notre existence en fonction de ce qui nous importe ou de ce qui compte pour nous. Vous voyez que l'idée d'être à soi-même sa propre loi, dont il faut convenir qu'elle est un petit peu similaire quand on l'Antiquité grecque aux individus contemporains, cette idée prend un visage ici, voilà, beaucoup plus concret. Bon, dire que le soin est au service de l'autonomie plutôt que de la santé paraît donc désormais tout à fait intelligible. Reste donc la seconde branche de l'alternative. Quelle conception de l'autonomie, puisqu'il en existe plusieurs, est-elle la mieux à même de rendre compte de cette finalité du soin? Alors, une façon de répondre à ce problème, qui est d'ailleurs adoptée par mon collègue suisse, passe par la distinction entre l'autonomie comme seuil et l'autonomie comme idéal, distinction qui est en fait interne au concept d'autonomie lui-même. Alors, on va d'abord s'arrêter brièvement sur l'autonomie comme idéal, c'est-à-dire comme l'objet d'une quête, un bien qui n'est pas déjà acquis, mais vers lequel on tend, auquel on aspire, voire auquel nous devrions toutes et tous aspirer. L'autonomie est alors associée à tout un ensemble de vertus hautement prisées dans la tradition philosophique, mais aussi dans nos sociétés contemporaines. Il en va là d'un style de vie caractérisé notamment par l'indépendance à l'égard des préjugés, la connaissance de soi-même, la maîtrise de son existence, capacité à lui donner un sens, la culture de ses goûts et de ses talents. En situation clinique, cette conception qu'on peut appeler perfectionniste de l'autonomie soulève une difficulté qu'on a déjà rencontrée, puisque pour être autonome en ce sens, il faut s'informer et ne pas se contenter de croire ce que l'on nous dit. Il faut décider pour soi et ne pas s'en remettre aux autres. Eh bien, cette conception légitime le retournement du droit de savoir en devoir de savoir, ou du droit de choisir en devoir de choisir. L'autonomie comme seuil paraît alors préférable. Cette conception correspond à l'idée que l'autonomie, avant d'être un idéal de vie, est une condition nécessaire à toute décision valable. On sait ainsi qu'en situation clinique, il faut être suffisamment autonome pour pouvoir donner son consentement ou pour qu'il soit significatif. De ce point de vue, donc à la différence du précédent, il paraît donc opportun d'avoir une conception de l'autonomie pas trop exigeante, voire minimale, et donc compatible avec des styles de vie très éloignés de l'idéal d'autonomie, là j'ai un peu brossé, sans quoi beaucoup de patients risquent d'être exclus, voilà, a priori de l'autonomie. Alors, quels sont les critères pertinents? Alors, les spécialistes de bioéthique, bien évidemment, en ont proposé, à commencer par voilà, les auteurs des principes d'éthique biomédicale, initialement parus en 1979, qui constituent, comme on dit souvent, la Bible de la bioéthique américaine. Mais je vais m'appuyer ici sur un texte tout à fait différent, sur un article de la philosophe Marie Gaille, paru en 2011, qui a observé qu'en contexte hospitalier, 3 critères de la capacité à décider pour soi-même étaient opératoires, au sens où, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, on est enclin à considérer que le patient ne passe pas le seuil de l'autonomie, et donc il est légitime de déléguer la prise de décision à autrui, à l'équipe médicale et ou aux proches. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du texte. Vous voyez, il est disponible en ligne et vous pourrez très facilement, pour approfondir, voilà, le consulter. Je présente simplement les 3 critères. Alors, le premier est celui de la capacité à juger, donc à délibérer et à raisonner, afin de pouvoir évaluer la désirabilité des différentes options en jeu.
Le second critère est celui de la volonté ou du désir de vivre, sans lequel manque l'impulsion nécessaire à la prise de décision. Et le troisième critère porte cette fois sur la nature du désir, qui ne doit pas être insensé, déraisonnable, ou dans un vocabulaire qu'on peut à nouveau emprunter à Aristote, intempérant, auquel cas satisfaire ce désir nuirait au patient lui-même. Alors malheureusement, tous ces critères sont problématiques, car il est en réalité difficile de déterminer si le patient est satisfait ou pas, de façon neutre, c'est-à-dire sans projeter sur lui un certain idéal d'autonomie, plus ou moins proche de celui que j'ai explicité tout à l'heure, mais qui est en fait l'idéal peut-être du soignant, plus que du patient. Et on peut alors facilement conclure à l'absence de la capacité de décider pour soi-même, alors que celle-ci est encore présente, mais qu'elle s'exprime sous des formes singulières, que l'on ne reconnaît pas comme des manifestations possibles de l'autonomie, et dans lesquelles on ne se reconnaît pas non plus soi-même. Alors, de nombreux exemples vous viennent sans doute à l'esprit, peut-être en particulier à l'aune du troisième critère, qui est spécialement en cause dans les décisions relatives à la procréation, mais aussi à la fin de vie. Ces décisions, ces cas se prêtent en effet volontiers au glissement, qui consiste à inférer un manque d'autonomie, non pas d'une incapacité réelle à choisir, mais d'une incapacité à faire ce qui se présente aux yeux de la médecine ou de la société comme le bon choix, ce qui est évidemment différent. Alors, je peux donner aussi un exemple relatif au premier critère, celui de la capacité à juger, parce que j'avais envie de vous faire part d'un formidable texte que j'aime beaucoup de la psychologue Pascale Molinier, qui nous raconte, donc dans le chapitre de cet ouvrage collectif, qui nous raconte, le chapitre dont l'intitulé est ici, qui nous raconte l'histoire de Monsieur Georges, qui est un vieillard souffrant de démence sénile, qui nous raconte parallèlement l'histoire des aides-soignantes qui se sont occupées de lui pendant les 8 années qu'il a passées dans un service de gériatrie, et plus précisément qui se sont bien occupées de lui, parce qu'elles ont accepté de sa part des gestes que l'on dira déplacés, et qu'elles-mêmes qualifiaient de coquins. Et je reprends seulement un extrait des enseignements que Pascale Molinier tire du récit des aides-soignantes, qui est affiché. Vivant, désirant jusqu'au bout, tel est bien le combat qui agite Monsieur Georges, rester vivant en dépit de la perte d'intégrité cognitive et corporelle, continuer d'exprimer une forme d'autonomie. Mais l'autonomie apparaît nue, dépouillée de sa dite rationalité. L'humain ne se définit pas par la raison ou l'intelligence supérieure, mais par la pulsion. La lutte pour l'autonomie de Monsieur Georges est vectorisée par son désir. Donc on a là un cas où on pourrait déduire d'une incapacité à juger, de la perte de la capacité à juger, un manque d'autonomie, alors qu'en fait, elle se manifeste par d'autres voies, mais qui sont socialement plus dérangeantes et aussi professionnellement. Alors, mais je reviens à Marie Gaille, qui a d'autres exemples que vous pourrez trouver dans l'article, et qui observe également que ce modèle-là de la bonne décision, entre guillemets, c'est-à-dire à partir des 3 critères que je vous ai présentés, et qui est critiquable, ce modèle-là n'est pas systématiquement en fait mobilisé dans la relation de soins. Et en tant que membre du comité d'éthique du CHU de Grenoble, j'ai eu maintes fois aussi l'occasion de m'apercevoir, alors certes un peu à distance, qu'en effet ce n'était pas le cas. Alors je la cite, c'est la fin de l'article. Elle observe aussi donc les équipes hospitalières peuvent être tentées, dans certaines situations, de prendre la décision à la place du patient lorsque les critères cités ne sont pas satisfaits. Toutefois, certaines s'efforcent de le maintenir dans sa posture décisionnelle, ou au moins de le faire participer à la décision, cherchant à comprendre qui il a été, en demeurant à l'écoute des désirs qu'il exprime verbalement ou corporellement, en réfléchissant avec lui sur son existence présente et future. Cet aspect de leur démarche est essentiel, car il suggère que la substitution à autrui n'est pas la seule option envisageable lorsqu'on estime que la personne n'est pas à même de prendre une décision pour elle-même. Alors, cette démarche peut s'illustrer dans ce schéma que j'ai repris d'un bref article de Suzanne Brauer, qui est vice-présidente de la commission centrale d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales. Cette démarche traduisant la tentative ou la volonté de faire en sorte que on aille le moins possible vers là et qu'on maintienne le plus possible le patient dans une posture, si ce n'est directement décisionnelle, du moins participative, afin que le patient puisse au moins s'approprier la décision qui est prise et la reconnaître comme sienne, même s'il n'en est pas forcément à l'initiative.
démarche qu'on pourrait qualifier donc d'empowerment en anglais, qu'on traduit désormais maintenant par empouvoirment. C'est un peu bizarre, on n'est pas encore habitué à ce terme, ou par incapacitation, mais autonomisation pourrait tout à fait convenir. Et donc, ce que je vais faire dans le dernier temps qui me reste, je me coupe 10 minutes peut-être, c'est expliciter donc la conception de l'autonomie qui est à l'œuvre dans cette démarche-là. Alors, cette conception, donc, qui est à l'œuvre dans cette démarche, elle est hétérodoxe, hein, si on veut, par rapport à la conception dominante que l'on retrouve aussi bien dans la version idéale que dans la version on peut réaliser ce qui ne va pas dans cette conception dominante. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais on peut en avoir un indice, en fait, simplement en dépliant la formulation du principe d'autonomie qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, est un raccourci pour dire principe de respect de l'autonomie. Or, le respect, ce n'est pas n'importe quelle attitude morale envers autrui, bon, comme d'ailleurs envers soi-même, mais je vais laisser cet aspect-là de côté pour l'instant. Respecter quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, hein, par exemple une œuvre d'art, c'est en effet prendre en considération un être qui est déjà là, qu'il faut garder intact, ou auquel il ne faut pas porter atteinte, contre lequel il ne faut pas intervenir, ou encore, comme on dirait volontiers ce soir, un être qu'il ne faut pas blesser, hein, ou blesser davantage qu'il ne l'est déjà. Le respect implique donc d'abord l'idée de garder ses distances, hein, ou de se tenir à distance. C'est évident d'ailleurs dans le sens social du terme, où le respect désigne d'abord l'égard et la politesse, mais aussi dans son sens moral, où les premiers devoirs de respect, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les premiers, sont des devoirs négatifs, nous disant ce qu'il ne faut pas faire à autrui. Alors, appliquant cette analyse aux personnes, et en particulier aux patients, on s'aperçoit alors que respecter leur autonomie implique avant tout de considérer que les personnes sont d'ores et déjà autonomes, bien de présumer qu'elles sont autonomes. Et cela implique également de considérer que cette autonomie pose avant tout un obstacle, une barrière, un interdit à ce que nous sommes moralement autorisés à leur faire. Alors, il ne s'agit pas ici pour moi d'écarter l'importance de cette signification-là du respect, mais il s'agit de se demander que se passerait-il si nous voyons aussi dans l'autonomie des personnes, enfin si nous voyons dans l'autonomie des personnes, pas simplement une limite à notre agir, mais aussi une invitation à agir. Que se passerait-il donc si nous voyons dans l'autonomie des personnes non seulement une propriété qu'elles possèdent par elles-mêmes, et par rapport à laquelle notre action représente une menace ou une intrusion potentielle, mais si nous y voyons aussi une qualité qu'elles peuvent développer, maintenir ou retrouver, parce que nous reconnaissons sa présence ou sa virtualité, mais aussi parce que nous la sollicitons. Et cette fois, notre action représente une ressource potentielle et non plus une menace. Alors, cette hypothèse n'est pas en soi nouvelle et complètement originale, je n'ai aucune prétention ici de ce genre. Elle a déjà été formulée par un philosophe qui n'est plus très discuté ni cité aujourd'hui, mais qui a connu des heures plus glorieuses, Castoriadis, dans son commentaire d'un texte de Freud écrivant qu'il y a 3 métiers impossibles. Éduquer, donc l'enseignement, gouverner, donc la politique, et puis soigner, donc pour Freud la psychanalyse, mais rien n'empêche peut-être d'élargir un petit peu le sens du terme. Alors pourquoi s'agit-il là de métiers impossibles ? Bon, on pourrait penser dans un premier temps que ces métiers sont très difficiles ou très pénibles, mais il est évident qu'il y en a d'autres, des métiers très difficiles, très pénibles. Ou bien on pourrait penser que ce sont des métiers voués à l'échec, à être mal faits, ou à produire des résultats insatisfaisants, ce qui était peut-être l'idée de Freud. Un des textes où il parle de ces 3 métiers impossibles, enfin il y en a 2, est un texte de 1927 qui s'intitule « Analyse terminée et analyse interminable ». Voilà, ça donne peut-être une idée. Il y aurait bien une raison à cela, à cette idée de métier peut-être voué à l'échec, c'est que celles et ceux qui les exercent ont directement affaire à un matériau intraitable, si on veut, qui est l'être humain lui-même, et qu'en outre, dans ces 3 métiers, il est question de changer ou de transformer l'être humain. Mais ce n'est pas l'explication que retient Castoriadis, pour qui le caractère impossible de ces métiers dit le paradoxe qui conditionne leur réussite, et non pas leur échec. C'est-à-dire un paradoxe à assumer, donc, pour que ces métiers soient bien faits, ou qu'ils produisent les résultats escomptés, c'est-à-dire l'autonomisation des personnes. Or, on ne peut atteindre cet objectif
autonomiser les personnes sans les impliquer activement dans le processus. Et c'est là qu'est le paradoxe. Castoriadis écrit, dans chacun de ces métiers, il faut s'appuyer sur une autonomie qui n'existe pas encore, afin de faire surgir l'autonomie. Il faut donc, dans chacun d'eux, faire en quelque sorte le pari d'une autonomie possible, donc, toujours déjà là d'une certaine façon, comme dirait Ricoeur, mais qui n'adviendra que si on encourage cette autonomie, si on part à la recherche des ressources et des capacités disponibles chez l'élève, le citoyen ou le patient, pour entreprendre de révéler ces ressources, ces capacités, et pour entreprendre de les développer. Alors, cette conception-là de l'autonomie, évidemment, si on a dans le langage courant, on assimile quand même souvent l'autonomie à l'indépendance. Évidemment, si on reste bloqué sur cette assimilation, l'autonomie aidée, encouragée, sollicitée par d'autres devient contradictoire. Ce n'est pas donc ce que pensait Castoriadis, qui cherchait donc à montrer qu'au contraire, c'était une notion non seulement cohérente, mais nécessaire. Cette conception-là de l'autonomie, elle a aujourd'hui un nom, et c'est heureux, parce que c'est commode de pouvoir mettre des mots sur d'autres pratiques et d'autres idées. On parle aujourd'hui d'autonomie relationnelle. Alors, nous devons ce concept-là, relational autonomy en anglais, à des philosophes encore, mais à des philosophes féministes, c'est-à-dire qui se sont intéressés à l'autonomie à partir de l'expérience et du point de vue des femmes. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant, de travailler l'autonomie à partir de cette expérience-là? Eh bien, pour deux motifs principaux. Tout d'abord, parce que les femmes ont longtemps été considérées justement comme des êtres non autonomes par nature, des êtres inaptes au gouvernement de soi, et donc à soumettre à la protection, mais aussi au contrôle des hommes. Alors qu'en fait, c'est simplement que sur un plan à la fois intellectuel et économique, entre autres, eh bien, on privait effectivement les femmes de l'accès aux ressources et on les empêchait de développer les capacités qui seules peuvent permettre de sortir d'une situation de dépendance complète. Donc, premier point. Mais par ailleurs, les femmes étaient en revanche, et toujours au nom de leur nature supposée, assignées aux tâches et aux activités qui assurent le développement et le maintien de l'autonomie des autres. Alors, dans la sphère domestique, tout d'abord, auprès de leurs enfants, de leurs maris, de leurs parents, mais aujourd'hui encore dans la sphère publique et dans la sphère marchande, où, comme cela est apparu au grand jour, au début de la crise sanitaire, eh bien, les femmes sont très majoritairement présentes dans les métiers du soin et du service à la personne, plus largement dans les métiers du care, ces métiers qui consistent à s'occuper des autres, spécialement, mais pas seulement, des plus vulnérables. Donc, s'intéresser à l'autonomie depuis l'expérience des femmes, eh bien, c'est forcément être amené à contester la conception dominante de l'autonomie, c'est-à-dire à montrer que l'individualisme de cette conception est une fiction, ou mieux, une idéologie, une fiction qui dissimule l'importance des rapports sociaux de pouvoir dans l'autonomisation des personnes, et une fiction qui rejette dans l'ombre tous ceux qui rendent en fait l'autonomisation des personnes possible. Alors, dans les termes de la philosophe John Tronto, que j'ai mentionné en introduction, on pourrait dire que cette autonomie-là, qui n'est pas l'autonomie relationnelle, justement, qui est la version individualiste de l'autonomie, est en fait l'autonomie des plus privilégiés d'entre nous, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont en position de pouvoir et qui peuvent ainsi se permettre de rendre invisibles les personnes dont pourtant leur pouvoir dépend aussi. C'est-à-dire que les moins privilégiés n'ont pas le luxe de pouvoir cacher leur dépendance, alors que les plus privilégiés ont ce luxe-là. Alors, contre cette conception individualiste qui est portée par le mythe du self-made man, j'ai repris ici une représentation assez classique, contre cette conception, l'approche développée donc, par les féministes soutient que l'autonomie n'est pas un attribut personnel ou une réussite individuelle, qu'elle n'est pas donnée ni acquise, indépendamment d'un contexte social favorable au développement et à l'exercice des compétences et des attitudes qui caractérisent l'autonomie, parmi lesquelles il faut certes compter le contrôle de soi et l'évaluation de soi, des capacités qui sont le plus étroitement liées à nos facultés cognitives, mais aussi des capacités telles que la confiance en soi et l'expression de soi, qui en revanche mobilisent aussi nos facultés émotives ou émotionnelles.
Ce contexte social, qui est aussi bien intime, les plus proches, qu'institutionnel, qui est aussi bien intersubjectif, les relations directes interpersonnelles que structurelles, les rapports qui organisent la société, ce contexte social joue donc un rôle déterminant dans le devenir autonome de n'importe quel individu, positivement en l'encourageant, ou bien négativement en lui faisant obstacle. Il joue donc également un rôle déterminant dans le maintien et le déploiement effectif de l'autonomie de n'importe quel individu. Alors, si j'en crois quelques nouvelles recherches que j'ai effectuées pour préparer cette conférence, ce concept d'autonomie relationnelle, alors qui dès le départ s'est vraiment inscrit c'est inscrit dans une perspective critique à l'égard du principe d'autonomie que j'ai rappelé au début de mon intervention, ce concept commence à être explicitement appliqué, donc depuis le début des années 2010, à l'analyse de la relation de soins en situation clinique, mais aussi à être explicitement mobilisé par les professionnels de la santé. Donc, pour résoudre les conflits entre l'obligation générale de respecter l'autonomie des patients et l'exercice de sa responsabilité professionnelle en situation. Donc, pour passer d'une exigence théorique quelque peu abstraite à sa mise en œuvre concrète. Alors, j'ai mentionné pour information, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, un certain nombre d'articles récemment parus qui montrent bien qu'il y a un mouvement, des applications de ce concept assez récentes depuis le début des années 2010, sachant que le concept est explicitement élaboré sous ce nom-là, autonomie relationnelle au début des années 2000. Mais vous voyez bien que cette idée d'autonomie relationnelle, on la trouve chez Castoriadis, et puis on en trouverait bien sûr, on retrouverait cette idée-là chez Ricoeur, si on pourrait partir aussi de là. Je termine sur deux remarques, pour ensuite laisser le temps à la discussion. D'une part, parler d'autonomie relationnelle fait bien sûr écho à ce que nous avons vu tout à l'heure à propos des vulnérabilités pathogènes. Ces vulnérabilités pathogènes sont en effet elles-mêmes des vulnérabilités relationnelles, puisqu'elles renvoient non pas à un état interne de l'individu, aux capacités, aux ressources dont il disposerait uniquement par lui-même ou dans l'absolu, mais aux relations dans lesquelles il est pris et qui, lorsqu'il est malade, il n'a guère la possibilité de refuser ces relations. Mais on comprend peut-être maintenant que pour thématiser ces vulnérabilités pathogènes, le langage de la blessure est sans doute insuffisant. Pourquoi ? Parce que ces vulnérabilités ne sont pas seulement produites par des comportements et des attitudes qui porteraient atteinte à la personne, en exerçant sur elle une forme de violence directe, comme le disait Guillaume Leblanc. Vous voyez bien la blessure, il faut vraiment une attaque directe. Pour une partie au moins de ces vulnérabilités, une partie au moins d'entre elles, sont en effet plutôt le produit de comportements et d'attitudes qui laissent la personne à elle-même, c'est-à-dire qui la laissent à son autonomie supposée ou inversement à son absence d'autonomie, et qui exercent ainsi sur elle une violence qu'on dira indirecte. Et en ce sens-là, le langage de l'abandon est au moins aussi pertinent et nécessaire que le langage de la blessure pour comprendre ces vulnérabilités pathogènes. C'est la première remarque. D'autre part, parler d'autonomie relationnelle déclenche ce qu'on peut appeler une sorte de réaction en chaîne, c'est-à-dire que partant d'une réflexion sur l'autonomie et la vulnérabilité des patients, on est inévitablement conduit à s'interroger sur l'autonomie et la vulnérabilité des soignants, c'est-à-dire sur les soutiens dont ils disposent eux-mêmes, à la fois pour respecter et faire advenir l'autonomie des soignés, mais aussi pour maintenir leur propre autonomie. Ce qui est alors en jeu, et qui nous ramène cette fois au propos de Marie Garot en introduction, ce sont d'une part les conditions d'exercice du travail de soins, au sens médical du terme, mais aussi au sens plus large du care, et je pense en particulier au temps dont ils font disposer, mais qui coûte cher et qui manque toujours. Donc, d'une part, les conditions d'exercice du travail de soins, mais ce qui est aussi en jeu, c'est bien sûr la reconnaissance sociale et politique de l'importance de ce travail de soins ou de care pour l'autonomie de tout un chacun, y compris donc en dehors de la situation clinique, pas seulement dans ce cadre-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant et très ouvert. Et moi, ça m'a permis de voir, bien comprendre pourquoi j'étais quand même toujours un peu désolée que le mot paternaliste soit toujours très péjoratif dans son utilisation, alors que je voyais bien, enfin déjà le fait que pater soit dedans
tous les hommes pères ne sont pas mauvais, donc ça me gênait. Cette fonction paternelle n'est pas mauvaise en soi, elle est mauvaise quand elle est pas avec les bonnes personnes ou pas bien faite ou pas, voilà. Et donc c'était très clair là de voir que en passant à l'autre côté, on était tout aussi dangereux, peut-être malveillant que dans ce qui serait l'excès de paternalisme, puisque j'arrive pas à garder ce mot de paternalisme que pour du mauvais. Par des exemples personnels de 35 ou 40 ans d'exercice où on a bien vu qu'il y a des moments, c'est demandé par le patient. Et c'est aussi lourd d'accepter ce que le patient demande dans le sens qu'on pourrait appeler de paternalisme, qui n'en est pas un, que l'inverse. Donc voilà, et je trouve ça très très bien dit, bien exposé. Et le plus important, en attendant que quelques questions apparaissent, mais je vois déjà un chat, donc on va pouvoir bientôt donner la parole, c'est le nombre de concepts différents, de mots différents que vous avez utilisés. On voit que c'est quelque chose qui est en train de beaucoup être analysé, que c'est l'objet de recherche, parce que c'est tout un vocabulaire qui ne se présente pas avant un certain nombre d'années, hein, si on remonte. À quel point c'est récent comme apparition. Et c'est nécessaire pour qu'on essaye de parler tous, quand on parle ensemble, de quelque chose de plus facilement discutable, parce que sinon on va vite vers des incompréhensions qui sont uniquement de langage et tout ça. Donc c'est bien qu'on essaye de se mettre à avoir des mots communs. Et voilà. Donc, je vais lire quand même. Ah ben non, c'est juste une remarque. Merci beaucoup, présentation riche et stimulante. Alors maintenant, quelques remarques, si vous voulez répondre un petit peu à ce que j'ai dit en attendant, mais je pense qu'il va y avoir quelques questions là. Qui est-ce qui a quelques questions à poser à Marlène? Peut-être qu'on est encore sous le coup de tout ce qu'elle nous a dit. Non, je peux peut-être juste réagir parce que vous me pas vraiment posé une question, mais je suis complètement d'accord avec vous. Bon, je peux peut-être penser au titre de l'article d'Alexandre Genet là, que je citais, faut-il être paternaliste? En fait, il faudrait distinguer, disons, un paternalisme extrême, en effet, comme vous l'avez fait, un paternalisme modéré, voilà, et qui est toujours de mise et qui, en fait, est sans doute inhérent au principe de bienfaisance. Et donc, si on conserve ce principe, eh bien, on a forcément, voilà, une forme légitime, en fait, de paternalisme. Donc par contre, ça nous oblige bien sûr à sortir d'un mode de pensée, voilà, binaire ou dichotomique, soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, bon, je n'ai aucunement le souhait de les défendre, mais tout à l'heure, j'ai cité vraiment rapidement hein, ce classique, là, cette Bible de la bioéthique américaine. Même eux, parce qu'on en est rendu aujourd'hui à la 9e édition de l'ouvrage, je crois, voilà, en anglais, hein, la dernière date de 2012, je crois, ou peut-être même encore après, mais même eux, dès la 4e ou la 5e édition, hein, en sont revenus, c'est-à-dire sur cette priorité absolue donnée initialement au principe d'autonomie, et ont même notamment tiré parti voilà, des critiques adressées par les éthiques du Caire, hein, voilà, donc même eux en sont largement aussi revenus. Alors, ont gardé cette approche par principe qu'on peut contester en soi, mais en tout cas qui sont revenus sur la hiérarchie qu'ils avaient eux-mêmes instituée et recommandée voilà, initialement. Peut-être qu'une des arrivées à ce stade-là, c'est tout simplement la reconnaissance de la vulnérabilité dans la vie de tous les jours. Ça va avec aussi. Oui, forcément. Ouais. Donc, effectivement, ça, c'est une grande découverte, surtout à un moment où l'individualisme, où le fait, il faut s'afficher fort, il ne faut pas ni les vieux, ni les morts, ni les pauvres, ni les sales, ni les... Voilà. Donc, face à ce tableau, venir et oser dire qu'on est tous vulnérables même dans nos plus grands moments de bien-être physique et mental de la quarantaine ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est vrai que c'est courageux et ça vient à l'encontre un petit peu de ce qui s'était dit avant. Alors, il y a une question, c'est Jean-Baptiste Chapuis. Qu'est-ce que vous incluez, d'ailleurs une excellente question, ou plutôt qu'entendez-vous par langage de l'abandon? C'est-à-dire, je vais repartir du langage de la blessure, puisque j'avais commencé par là avec l'étymologie du terme. Pour blesser quelqu'un, alors il y a des blessures morales, mais la première blessure à laquelle on pense, c'est la blessure physique. Il faut une attaque directe, il faut une action mauvaise, d'accord, qui peut venir voilà, faire mal voilà, à la personne.
Donc, on lui fait quelque chose, on exerce une violence en sens direct. L'abandon, c'est au contraire, on n'agit pas. Voilà, donc on laisse la personne à elle-même. Alors, soit on considère que elle est autonome, donc on n'a pas à intervenir. Voilà. Et puis même du coup, elle doit être autonome. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'elle exerce donc ses capacités. C'est ce retournement du droit de choisir en devoir de choisir. Voilà. Soit on considère qu'elle n'est pas du tout autonome. Et là, on va intervenir, mais disons, on ne va pas intervenir sur le plan de son autonomie. On intervient uniquement, voilà, en précisément, de toute façon, elle n'est pas autonome, elle est dans cette catégorie-là, donc on n'a plus de questions à se poser. Donc, j'ai essayé de distinguer mes deux formes d'abandon. Dans tous les cas, on abandonne la personne à elle-même, à ce qu'elle est, voilà, ou est-ce qu'elle n'est pas. Donc, on dit, elle est autonome suffisamment, donc on la laisse faire, voilà, ou elle n'est pas autonome, donc on fait tout sans elle. Voilà. Et c'est une forme d'abandon, parce que c'est une forme qu'on comprend mieux à partir de, non pas la mauvaise action, mais l'inaction, le fait de ne pas faire. Voilà. C'est quelque chose qui s'oppose au mauvais paternalisme, j'allais dire, voilà. Effectivement. Et peut-être je vais apporter un complément, c'est cette idée que, en fait, le mal moral, c'est pas simplement la mauvaise action, mais c'est ne pas agir. C'est une idée justement qui est extrêmement développée dans l'éthique du care, qui reconnaît à première vue nos interdépendances. Et en ce sens-là, le mal moral vient du fait que nous-mêmes, nous rejetons ces interdépendances. Voilà. Nous faisons comme si elles ne nous concernaient pas. Voilà. Et donc, quand nous voyons quelqu'un dans le besoin, nous ne réagissons pas. Nous le laissons à lui-même. Et pour les éthiques du care, par contraste avec des éthiques plus traditionnelles, plus aussi connues, fondées davantage sur la raison et justement sur l'autonomie, eh bien, je n'ai pas spécialement intervenu si l'autre est dans le besoin, enfin, c'est pas forcément. Ce qui compte, c'est que je ne lui fasse pas de mal, mais je ne suis pas obligée d'aller savoir si je pourrais lui faire du bien. Voilà. Donc voilà, cette idée de l'abandon, c'est voilà, bon, vous avez mieux compris, c'est très bien. Je m'arrête là. D'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, ça peut être des remarques, juste des propositions. J'ai affiché, vous voyez ici, une bibliographie, juste des articles que j'ai mentionnés. Je mettais souvent que le nom de l'auteur et une date. Là, vous avez les détails. Je n'ai pas repris les titres des ouvrages parce que j'ai mis la photo en général, voilà, donc on peut facilement identifier. Hein, donc voilà, j'ai simplement repris ça. D'accord. Qu'est-ce qui m'avait frappé encore? Oui, comment vous incluriez un petit peu dans l'histoire? Vous voyez, c'est Judith Butler. Enfin, voilà. On revient souvent quand on parle du soin. Bien sûr, vous l'avez déjà dit, par le nombre de femmes qui sont dans ce domaine, les travailleuses du soin, évidemment. Mais dans le contexte social et historique, pourquoi ce sont toujours celles autour du féminisme qui en viennent à mieux disséquer un petit peu les nuances qu'on peut avoir dans ce soin et dans sa bonne facture ou mauvaise facture? Alors, bon, j'ai un peu rappelé le contexte historique très général, hein, quand j'ai mentionné, en fait, justement, les femmes, en fait, sont très méfiantes de façon générale. Alors, c'est le cas en philosophie, hein, pour voilà, ma discipline, mais les femmes sont très méfiantes à l'égard de ce concept d'autonomie, qu'elles considèrent comme étant un concept, en fait, calqué pour un modèle masculin d'existence. Voilà, c'est-à-dire, on peut prendre l'exemple du travail. Être autonome au travail, en fait, il ne faut pas avoir d'enfants, parce que comme ça, on peut rentrer à l'heure qu'on veut. S'il n'y a pas de crèche, très embêtant. Pas avoir d'horaire comme ça contraint. Idéalement, on est autonome au travail quand on n'a pas de famille ou qu'on a quelqu'un à la maison pour s'occuper de sa famille. Bon, c'est un exemple dans un domaine. Mais donc, voilà, en général, les féministes qui travaillent en philosophie sont très sceptiques à l'égard de ce concept, qui est associé donc à la raison, à la culture, à l'esprit, alors que historiquement, on a dénié aux femmes la raison, la culture et l'esprit. Et donc, en ce sens-là, c'est un concept qui a contribué à légitimer des formes de domination, voilà, sur les femmes. Certaines, d'ailleurs, philosophes aujourd'hui depuis la fin des années 90, hein, certaines défendent l'idée qu'il faut vraiment rejeter ce concept d'autonomie, en fait.
et voilà, il faut complètement l'abandonner parce qu'il fait trop de mal philosophique, politique, moral. Et l'alternative est de se dire non, on en a absolument besoin, c'est aussi un instrument essentiel pour penser l'émancipation des femmes. Par contre, on a besoin d'un concept reconfiguré, transformé, à partir de tous les points aveugles, justement, du concept individualiste qui est dominant. Donc, les femmes étant les premières victimes d'une conception erronée de l'autonomie, on va dire, eh bien, ont été du coup celles qui ont, pour celles en tout cas qui cherchent, qui pensent qu'il est très important de le conserver, ne serait-ce que pour penser le droit à disposer de son corps, à disposer de soi, qu'on a besoin de ce concept-là. Simplement, il faut le transformer radicalement. Voilà. Et à partir d'expériences concrètes de ce que c'est que l'autonomie. Et donc, beaucoup se sont en effet penchés voilà, sur, voilà, par exemple, sur le soin. Voilà, en théoricienne, et pas simplement parce que ce sont des femmes qui majoritairement sont dans ces professions, mais même si ça va ensemble. Oui, c'est très, très intéressant ce que vous venez de dire. Et effectivement, je pense que le mot lui-même me dérange. Vous voyez, l'idée qu'il faut garder, oui, mais certainement parce que, dès notre naissance, nous sommes absolument pas dans l'autonomie et on ne sera jamais. Le langage ne permet pas que nous soyons. Et le fait que nous ayons besoin d'avoir quelqu'un en face de nous pour parler, rien que ça déjà empêche tout autre. Alors, nous avons 2 personnes. Jean-Baptiste Chapuis, qu'est-ce que vous en... Alors, dans l'abandon 1, je comprends mieux. Désolée, mais je n'ai pas trop compris pourquoi l'éducation, la politique et la médecine seraient des métiers impossibles. Je pense avoir à peu près compris, mais c'est encore un petit peu flou dans mon esprit. Ensuite, je trouve ce postulat assez déprimant. Alors, remontons le moral. Si vous le trouvez assez déprimant, c'est qu'en effet, vous n'avez pas tout à fait compris. Moi, je n'ai pas tout à fait bien expliqué. Peut-être on peut repartir. Bon, l'idée de l'interprétation peut-être spontanée de ça, c'est que c'est des métiers très très durs, mais je ne pense pas que c'est évidemment une interprétation trop large. Plein d'autres métiers qui sont très difficiles. Hein. On parlait des caissières tout à l'heure, et très boueurs. Enfin voilà, il y a plein de métiers très difficiles, physiquement ou intellectuellement. L'idée de Freud, c'est comme il avait pour modèle la psychanalyse et que sans doute il a dû voir que une cure, je ne sais pas trop quand ça se terminait, puis même quand c'était terminé, tout n'était pas réglé, et que d'une certaine façon, eh bien, il y avait une part d'échec, en tout cas d'insatisfaction, voilà, dans l'exercice de ces métiers, où on a le sentiment de jamais atteindre le but, qui est de rendre les personnes à elles-mêmes, mais pour le coup, c'est-à-dire les rendre autonomes. Dans le cas de la psychanalyse, on voit bien, c'est avoir allégé le poids du surmoi, par exemple, pour redonner une capacité d'expression et d'existence un peu libre, voilà, entre les exigences de la société et les exigences du désir. Très très difficile, voilà, atteindre cet objectif-là. Je pense que si on prend la politique, on voit bien que c'est difficile. Voilà. Donc on pourrait rester en effet sur cette idée, on échoue forcément. Hein. Au sens où c'est pas qu'on rate totalement, c'est que c'est insatisfaisant, le résultat n'est pas parfait. L'idée de Castoriadis n'est pas complètement incompatible en fait avec ça. C'est-à-dire finalement, oui, on peut peut-être jamais réussir complètement, mais ce qui compte, c'est l'espoir de réussir, le but qu'on vise. Et ça correspond à l'idée qu'en fait, de façon générale, l'autonomie en effet toujours un idéal régulateur, mais qu'on n'incarne jamais complètement. Donc on peut toujours repousser ou qui pourrait se déployer sous de nouvelles formes qu'on n'envisage pas au départ. Donc c'est l'idée aussi de laisser ouvert qu'est-ce que ça veut dire de devenir autonome et comment le devenir. Donc c'est l'échec, l'insatisfaction est peut-être positive, c'est-à-dire qu'il y a du possible, voilà, de l'espace qui est encore là. Et donc l'idée de Castoriadis, c'est que c'est impossible au sens, ça paraît contradictoire du point de vue logique. Il faut rendre ces personnes autonomes, mais elles ne le sont pas au départ. Alors du coup, normalement, si on veut transformer quelqu'un qui ne l'est pas déjà, on a l'impression qu'il va falloir les transformer de l'extérieur, il va falloir leur imposer quelque chose. Puisque l'autonomie n'est pas là au départ, il va falloir amener cette autonomie de l'extérieur. Or, Castoriadis dit, si on fait ça, on rate. On est un mauvais enseignant, on est un mauvais politique, on est un mauvais soignant. Même si l'autonomie est présente au départ, il faut aller la chercher de l'intérieur et la solliciter de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'enfant apprendre, pas juste lui déverser des contenus, mais solliciter les capacités qui vont lui permettre d'apprendre par lui-même.
Mais il faut les titiller, les interpeller, cette capacité. Donc, faire comme s'il était déjà autonome, pour qu'il ait la confiance nécessaire pour développer effectivement ses capacités. Donc, l'idée d'impossibilité ici, c'est une sorte, parce que ça contredit la logique. Être présent, être absent. Voilà. C'est en ce sens-là. Mais c'est un paradoxe, on va dire, productif, en fait. Voilà. Et qui fait la difficulté du métier, mais aussi peut-être leur noblesse et leur importance. Enfin, et qui montre aussi que, évidemment, voilà, Castoriadis est un philosophe qui réfléchit notamment beaucoup dans le domaine politique. Il cherche à penser comment on peut, notamment en politique, éduquer, voilà, pendant l'enfance, mais peut-être tout au long de l'âge adulte. L'éducation, ça peut être, on la conçoit, l'idée de rendre des individus libres dans des sociétés démocratiques, mais des sociétés où il y a un certain ordre, où il y a des institutions, où il faut de la contrainte et des limites. Comment penser ensemble, voilà, l'autonomie et voilà l'ordre social. Donc sa réflexion partit un peu de là. Voilà. Donc c'est pas du tout déprimant, au contraire, c'est enfin, tel qu'il le conçoit et je ne crois pas que ça n'ait à l'être du tout. Voilà, même si c'est la première impression qu'on peut avoir. La prise en charge fonctionne. Alors, mais dans le cas où d'un patient atteint de dépression et où la prise en charge fonctionne, cela veut dire que le patient a sollicité des ressources internes, donc dans ce cas, le métier de psychanalyste n'est pas entièrement impossible. Bah, oui. Oui, non, mais de toute façon, en fait, ces métiers ne sont pas impossibles au sens, si vous voulez, au sens où ça raterait. C'est possible au sens où, apparemment, ils sont contradictoires. Et oui, le patient a sollicité des ressources internes, mais en fait, il les a sollicitées grâce au psychanalyste, qui lui a dit d'y aller, qui lui a essayé de l'amener à ces ressources-là. Parce que quand vous êtes en dépression, vraiment, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de ressources internes. Il faut quelqu'un pour vous aider à aller les chercher. C'est ça l'idée. Hein, c'est ne pas prendre la personne telle qu'elle est, et apparemment sans ressources ou sans capacité, mais se dire que toute seule, elle n'y arrivera pas, mais que justement, l'autonomie doit être aidée, encouragée. Effectivement, pour les ressources internes. Voilà. Oui, et ce sont des métiers sans fin. C'est ça aussi. Oui, c'est analyse fin, avec fin ou sans fin, le titre de l'article de Freud d'ailleurs aussi. Et puis sans fin d'une génération à l'autre, enfin, sans arrêt. Voilà. À toujours recommencer avec toujours les mêmes difficultés, quel que soit le contexte social différent, mais il y a toujours une part de mêmes difficultés. Encore quelques questions, quelques commentaires? Peut-être que j'ai assommé un peu tout le monde sans me rendre compte. C'est très intéressant. Et c'est vrai ce que vous disiez, c'est que Castoriadis est un peu au purgatoire tout de suite. Et c'est bien dommage, hein, parce que on dit 20 ans, il aurait dû renaître vers 2010. Alors, enfin, voilà. Oui, il aura certainement un nouveau, il y aura un anniversaire ou quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Hein, Non, et puis oui, il y a une association hein, qui conserve, qui discute Castoriadis, mais oui, il est un peu oublié, mais certainement que c'est temporaire. Enfin, Voilà. Alors, attendez, encore un chat. Là, non, c'est qu'on vous remercie. C'est parfait. Merci à vous. C'était passionnant. C'est vrai que c'était très, très intéressant. Je pense que ça me donne comme ça l'idée qu'il faudrait des personnes comme vous dans des présentations cliniques que nous faisons et qui vous permettraient de capter peut-être certaines attitudes de la personne qui est face au patient, etc., pour nous les faire mieux remarquer. Donc, écoutez, quand la vie aura repris, non pas son cours normal, parce qu'il n'y a rien de normal à ce que nous vivions, mais une vie plus habituelle, eh bien, si vous le voulez bien, nous vous inviterons à Clermont-Ferrand pour discuter d'une ou deux. Voilà. Surtout que je n'ai pas eu l'occasion de venir en vrai là, donc ce serait aussi l'occasion de se rencontrer, autrement, Absolument. voilà, plus chaleureusement aussi. Merci pour l'invitation. Alors, si plus personne n'a de questions, voilà, on va se dire bonsoir. J'entends un petit bruit, non, c'est bon. Eh bien, écoutez, Marlène, merci beaucoup, beaucoup.
Je vous remercie. Merci à tous et Inspirant tous. et surtout très ouvert. Vous, franchement, vous nous apportez beaucoup de termes qu'il va falloir qu'on s'approprie, qu'on travaille. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est une des missions de la philosophie, Oui. c'est-à-dire de donner des outils pour voilà, réussir à mieux nommer et du coup exprimer des expériences. Voilà. Donc, oui, c'est un peu ce que je vous ai proposé en effet aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à vous. Au revoir.